Il aurait pu devenir riche. Il a choisi d'être juste. Il aurait pu régner comme un roi. Il a vécu comme un instituteur. Voici l'histoire vraie de Julius Nyerere, l'homme qui a donné sa vie pour l'Afrique, et n'a rien pris en retour, le père de la Tanzanie. Bienvenue sur Légendes et Vérités. Dans les hauteurs paisibles de Butiama, un petit village au bord du lac Victoria, naissait en 1922 un garçon que rien ne prédestinait à devenir un géant de l'histoire africaine. Il s'appelait Julius Kambarage Nyerere. Un enfant d'un peuple minoritaire, mais qui, par sa voix, ses idées et son éthique, allait faire trembler les piliers du colonialisme et tracer un chemin inédit pour la dignité des peuples africains. Butiama, nord de la Tanzanie. Terre rouge, horizon infini, et au loin, les reflets du lac Victoria. C'est ici que le destin commence, dans une maison modeste mais pleine de vie. Julius est l'un des nombreux enfants du chef Burito Nyerere, un homme respecté, polyglotte, capable de s'exprimer aussi bien en anaki qu'en allemand, grâce aux contacts coloniaux allemands d'avant 1919. Sa mère, Mugeya, est l'une des 22 épouses du chef. Dans ce foyer polygame, le petit Julius apprend très tôt la discipline, le respect des anciens, et l'importance des responsabilités communautaires. Il est de l'ethnie Zanaki, un peuple minoritaire, peu connu, mais cela ne l'arrêtera jamais. À cette époque, la Tanzanie n'est pas encore un pays, c'est un territoire sous mandat britannique, hérité de l'ancien empire colonial allemand. Et les Anglais, conscients du pouvoir des élites locales, incitent les chefs à envoyer leurs enfants à l'école. Burito accepte. Julius ira étudier. Il n'en reviendra jamais vraiment. Dans les années 1930, Julius entre à l'école, où il se montre exceptionnellement brillant. Il lit avec passion, pose des questions, excelle en langue. Il est calme, discipliné, toujours un peu à l'écart. Mais derrière cette discrétion se cache une détermination féroce à comprendre le monde. C'est au cours de ces années d'études qu'il découvre la foi catholique et se convertit. Cette spiritualité influencera profondément son rapport à la justice sociale et à l'éthique politique. Mais Julius veut aller plus loin. Il obtient une bourse et quitte l'Afrique de l'Est. Destination, Édimbourg, en Écosse. Là-bas, loin de Butiama, il découvre les débats intellectuels européens, la philosophie, l'économie, l'histoire. Il étudie John Stuart Mill, Jacques Maritain, et s'immerge dans les courants du socialisme chrétien. Il revient diplômé, avec un master en histoire et économie, et un regard neuf sur la colonisation, la société, et l'avenir de son peuple. De retour au pays, Julius ne court pas les honneurs. Il retourne enseigner, dans une école secondaire de mission catholique. Les élèves l'aiment, le respectent. Il est exigeant, mais juste. Il veut former des esprits libres, pas des exécutants coloniaux. C'est à cette époque qu'il gagne le surnom de « Mwalimu, l'enseignant ». Un titre qu'il portera toute sa vie, bien au-delà de la salle de classe. Car déjà, il comprend que l'éducation est une arme puissante. Pas seulement pour apprendre à lire, mais pour construire une nation. Mais enseigner ne suffit plus. Le pays bouillonne. L'Afrique s'éveille. Le Ghana de Kwame Nkrumah a obtenu son indépendance. En Afrique de l'Est, les voix s'élèvent. En 1953, à 31 ans, Julius Nyerere fait un pas décisif. Il prend la tête d'un vieux mouvement culturel, la Tanganyika African Association, TAA, et, avec Bibi Titi Mohamed, une militante charismatique, le transforme en un véritable parti politique, le TANU Tanganyika African National Union. Le message est clair, indépendance, dignité, égalité. Et il n'attendra pas que les puissants l'autorisent à parler. Il quitte son poste d'instituteur, monte dans une Land Rover, et parcourt tout le pays, de village en village, pour porter le rêve d'un Tanganyika libre. Nyerere ne lutte pas seul. En 1958, il participe à la conférence panafricaine des peuples à Accra, au Ghana, aux côtés de figures comme Nkrumah ou Sékou Touré. Il comprend que le combat pour la liberté est continental. Il refuse la violence. Il croit à une indépendance négociée, pacifique, fondée sur la raison, pas sur la haine. Une position courageuse, parfois critiquée, mais qui portera ses fruits. Les années passent. Et contre toute attente, l'impensable se produit.
Grâce à une mobilisation massive, à une stratégie intelligente, et à une popularité indéniable, le Royaume-Uni accorde l'indépendance au Tanganyika le 9 décembre 1961. Sans guerre. Sans armes. C'est une victoire historique. Julius Nyerere devient Premier ministre d'un État monarchique provisoire. Mais dès l'année suivante, en 1962, la République est proclamée, et il devient le premier président du Tanganyika indépendant. Ce que veut Nyerere dépasse largement les cérémonies d'indépendance. Il rêve d'un État juste, éduqué, solidaire. Il sait que la colonisation n'a pas seulement volé des terres, elle a laissé un vide dans l'esprit des peuples. Il faut reconstruire la dignité, redonner sens à la citoyenneté, et bâtir un avenir fondé sur les valeurs africaines, et non sur l'imitation de l'Occident. Après avoir libéré son peuple, Julius Nyerere savait que la véritable victoire ne venait pas seulement de l'indépendance politique, mais de l'unité concrète. Son rêve ? Une Afrique unie, solidaire, capable de se défendre, se reconstruire, et exister pleinement sur la scène mondiale. Nyerere proclame avec force que sans unité, l'Afrique restera vulnérable, à jamais, faible victime de l'impérialisme et de l'exploitation. Bien avant la majorité des États nouvellement indépendants, il sonde l'idée d'une fédération avec l'Ouganda, le Kenya et Zanzibar. Comprenant que les jeunes armées africaines, naguère noyées dans les structures coloniales, constituent aujourd'hui un risque autant pour le pouvoir civil que pour la stabilité, il défend un concept audacieux, une armée commune aux nations africaines, capable de résister aux ingérences des superpuissances. Le 12 janvier 1964, l'île de Zanzibar bascule dans une révolution populaire, le sultanat tombe, les élites arabes et indiennes fuient. Abed Karum, leader de l'Afro-Shirazi Party, prend le pouvoir. Quelques mois plus tard, le 26 avril 1964, Tanganyika et Zanzibar fusionnent, donnant naissance à la République unie de Tanzanie. Nyerere devient président, Karum vice-président. Un nouvel État naît, hétérogène, insulaire et continental, et résolument tourné vers un modèle fédéral plus vaste, si l'on en suit Nyerere. Cette fusion solennelle crée des remous internationaux. La République populaire de Chine offre immédiatement son soutien matériel, comprenant tout le potentiel stratégique d'un allié panafricain. Le Royaume-Uni, choqué par les réformes radicales en Afrique australe, Rhodésie notamment, endure une rupture des relations, les troupes britanniques quittent le pays. L'Allemagne de l'Ouest, irritée par l'ouverture d'une ambassade de l'Allemagne de l'Est à Dar es Salaam, coupe à son tour l'aide économique. Tanzanie se tourne résolument vers le Sud global. Elle ouvre ses frontières aux réfugiés politiques, notamment ghanéens après le coup d'État de 1966, et devient un refuge pour la pensée anti-impérialiste. Dans les années qui suivent, le pays accueille des figures légendaires comme Malcolm X, Stokely Carmichael, C.L.R. James, Che Guevara. Des représentants emblématiques de l'ANC, de la ZANU, de la SWAPO, du MPLA, du Frelimo. La Tanzanie devient base arrière de la révolution continentale, lieu d'entraînement, de financement, de réflexion stratégique. Une scène libre où se prépare la décolonisation à outrance. Le 13 avril 1968, comme premier dirigeant africain, Julius Nyerere reconnaît officiellement l'indépendance du Biafra, théâtre d'une guerre civile atroce au Nigeria. Ce geste marque un tournant, alors que l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, prône la préservation des frontières coloniales, Tanzanie choisit la compassion humaine, le droit à l'autodétermination, même pour un État séparatiste. Félix Houphouët-Boigny, président de la Côte d'Ivoire, saluera ce geste en affirmant que, même s'ils avaient des orientations différentes, considéraient le Biafra comme un problème essentiellement humain. Alors que l'unité nationale se construit, la Tanzanie réévalue son armée. En janvier 1964, une mutinerie éclate dans les Tanganyika Rifles. Nyerere fait appel au Royal Marine britannique pour désarmer les mutins et dissoudre le corps. Le 1er septembre 1964, naît officiellement la Tanzanian People's Defense Force, réunissant militari Malan et Zanzibari pour protéger la jeune Union. Cette armée incarne la vision de Nyerere, un outil non ethnique, disciplinaire, au service du peuple, pas de clan. Aucune diplomatie de convenance, la Tanzanie dote l'OUA de son siège à Addis Abeba, devient fervente défenseur de l'unité continentale et critique l'ingérence impériale. Elle fournit son matériel, sa logistique et son cœur, l'unité africaine, selon Nyerere, ne peut se construire qu'en donnant à chaque peuple le droit de décider de son destin,
même séparément. En moins de 10 ans, Nyerere a forgé une Tanzanie unie, continentale et insulaire, marquant une réussite politique presque sans effusion de sang. Une diplomatie active, au service de l'anti-impérialisme, du droit humain et du panafricanisme. Un modèle d'intervention morale plutôt que militaire, fondé sur la solidarité, les principes, parfois même hors du cadre juridique de l'OUA traditionnel. Après l'unification de la Tanzanie, Nyerere sait que la libération politique n'a de sens que si la restauration humaine et économique accompagne la souveraineté. Il observe avec scepticisme les modèles importés, industrialisation à marche forcée et dépendance à l'aide étrangère. Inspiré par les révolutions chinoises et cubaines, il veut un modèle socialiste africain, fondé sur la solidarité, l'autosuffisance et la justice. Il rejette l'idée de reproduire les hiérarchies occidentales, « Personne ne doit exploiter personne », slogan qu'il écrira noir sur blanc dans la déclaration d'Arusha, prononcée le 5 février 1967 à Arusha. Ce document devient la charte fondatrice de l'Ujamaa, la « fraternité ». Ce jour-là, toute la nation suit en silence. Le « Credo TANU » proclame « Tous les êtres humains sont égaux, les ressources appartiennent à tout le monde, et l'État doit assurer une justice économique ». Un code d'honneur politique interdit aux dirigeants toute richesse personnelle, pas de second salaire, de maisons louées ou d'investissements privés. Dès le jour suivant, les banques sont nationalisées, puis les assurances, industries, plantations de sisal, ciment, tabac, bière, chaussures, etc., l'État devient le principal acteur économique. Des processions de membres de TANU marchent dans les villages pour expliquer le projet. Ces marches dureront des semaines, parfois parcourant des centaines de kilomètres. L'esprit du Jamaa, c'est la coopération, la fraternité, un retour à l'Afrique des villages unis. Dès 1967, l'enseignement change, on prône l'éducation for self-reliance, lecture et agriculture, écoles intégrées à des fermes pédagogiques. L'État lance la progressive taxation, avec un impôt maximal frappant les plus riches jusqu'à 66%. L'abolition des frais de scolarité primaire en 1973, pour libérer l'accès à l'éducation. L'augmentation rapide de l'alphabétisation, passant de 17% en 1960 à 63% dès 1975. Le plus spectaculaire reste l'opération Vijiji, villagisation, de 1973 à 1975, 800 villages collectifs sont créés, et 12 millions de personnes déplacées, bâties sur le modèle chinois. Ces villages Ujamaa mélangent plusieurs ethnies, favorisent les coopératives, apportent écoles, cliniques, routes et électricité. Des progrès concrets mais aussi des ruptures douloureuses, perte des repères, baisse de productivité, crispation culturelle. Faute de soutien occidental, la Tanzanie tourne ses regards vers l'Est. La Chine offre son aide, notamment pour la ligne de chemin de fer Tazara, reliant Zamzam, la Tanzanie à la Zambie dès 1975. C'est un symbole, un chemin de fer construit avec des pays en développement, pour contrer l'influence occidentale, rapprocher les peuples et protéger l'accès à la mer Ujamaa, c'est aussi regarder ailleurs, à sa manière, sans perdre sa souveraineté. En chiffres, c'est un contraste sidérant. Espérance de vie passe de 37 à 52 ans entre 1960 et 1984. Mortalité infantile chute, 138 à 110 pour 1000 naissances. Alphabétisation et fréquentation scolaire explosent. Mais l'autre visage du Jamaa est l'antenne des illusions. La villagisation provoque des résistances paysannes et retombées productives massives. L'économie stagne, s'endette, et la corruption se glisse dans les monopoles étatiques. En 1977-78, l'expérience est abandonnée, convertie en un système plus mixte sous la pression interne et internationale. Même si Ujamaa a dérivé, son impact moral demeure intact. Nyerere n'a jamais tenté de maîtriser le travail ou l'esprit de son peuple à la française, ni de supprimer la liberté. Il fixe des limites pour les dirigeants, interdit les salaires multiples, les maisons louées, leur impose une vie simple. Il demeure un modèle éthique, il vend sa maison, sa femme donne sa ferme, il incarne le socialisme qu'il prêche. Ujamaa, malgré ses limites, a un effet inattendu, il soude un pays. La Tanzanie, mosaïque de plus de 120 ethnies et autant de langues, devient une nation stable, guidée par une langue commune, le Swahili, promu par Nyerere lui-même, qui en traduisit Roméo et Juliette de Shakespeare.
Le sentiment d'appartenance nationale s'enracine. Le tribalisme recule. Nyerere lui-même dira: Nous avons essayé, en paix. Ce fut imparfait, mais digne. Ujamaa est un pari historique. Une expérience incarnée, pleine d'espoir et d'erreur. Une utopie, mais une utopie bâtie, non rêvée. Elle laisse aujourd'hui un système éducatif élargi. Un sentiment national fort. Une posture morale intacte, celle du leader incorruptible. C'est une leçon sur le courage politique, oser penser un modèle africain, avec ses propres codes, sans imiter l'Occident, ni céder à la facilité. Nous sommes en 1973. Le premier choc pétrolier mondial frappe de plein fouet la Tanzanie. Le prix du pétrole explose. Les coûts d'importation s'envolent. L'économie tanzanienne, déjà fragilisée par les choix socialistes radicaux, entre en zone de turbulence. Les productions agricoles chutent. L'industrie stagne. La planification centralisée montre ses limites, l'État n'arrive plus à contrôler un système qu'il a lui-même hypertrophié. Malgré les ambitions d'autosuffisance, le pays dépend encore de l'extérieur pour de nombreux produits de première nécessité. Et l'endettement grimpe en flèche. Face à la complexité croissante de la situation, Nyerere opère un recentrage politique. En 1977, les deux partis dominant le TANU sur le continent et l'Afro-Shirazi Party, ASP, à Zanzibar fusionnent pour former un nouveau parti unique, le Chama Mapinduzi, CCM, Parti de la Révolution. Ce parti devient le pilier du pouvoir politique. Nyerere cherche à consolider l'unité nationale, en alignant les idéologies de Zanzibar et du Tanganyika sous une même bannière. Alors que de nombreux pays africains sombrent dans les coups d'État ou la répression, la Tanzanie reste étonnamment stable. Une paix relative règne malgré la crise économique. Julius Nyerere adopte une politique humaniste rare, il ouvre les frontières à des dizaines de milliers de réfugiés. Fuyant l'apartheid en Afrique australe, la guerre au Mozambique ou la tyrannie d'Idi Amin en Ouganda, des familles entières trouvent refuge en Tanzanie. Nyerere refuse même que les postes dans l'administration soient réservés uniquement aux nationaux. Des étrangers accèdent à la fonction publique, certains obtiennent la nationalité, y compris des réfugiés blancs, preuve d'une vision inclusive exceptionnelle à l'époque. Mais tout n'est pas harmonieux. La communauté est africaine, créée en 1967 avec le Kenya et l'Ouganda pour construire une union économique, bat de l'aile. Le Kenya, plus proche des États-Unis et du Royaume-Uni, prend de la distance avec la Tanzanie. Les divergences idéologiques s'intensifient. En 1977, les tensions sont telles que la frontière tanzano-kenyane est fermée. Elle ne rouvrira qu'en 1983. Mais le plus grand défi arrive d'Ouganda. Le dictateur Idi Amin Dada, paranoïaque, brutal, cherche à écraser toute opposition. Il accuse la Tanzanie d'héberger des dissidents. Fin 1978, les troupes d'Amin traversent la frontière et envahissent le nord-ouest de la Tanzanie, autour du lac Victoria. Le pays est sous le choc. Nyerere ne cède pas. Il mobilise l'armée, soutenue par des exilés ougandais et du matériel militaire chinois. En quelques mois, les Tanzaniens contre-attaquent. Ils repoussent les envahisseurs, entrent en Ouganda, et renversent Idi Amin. C'est la seule fois dans l'histoire post-coloniale africaine qu'un pays renverse militairement un dictateur d'un État voisin. L'armée tanzanienne occupe l'Ouganda pendant près de 2 ans pour garantir la stabilité. Mais la guerre coûte cher, 500 millions de dollars, soit une somme colossale pour un pays aussi fragile. Les pertes humaines sont lourdes, et le moral national s'effondre. Au début des années 1980, la Tanzanie est à genoux. L'agriculture est en ruine. L'industrie est quasi inexistante. La dette étrangère explose. Le pays est classé parmi les plus pauvres du monde. Nyerere comprend que l'Ujamaa est à bout de souffle. Il commence à réorienter lentement sa politique. L'intervention de la Banque mondiale et du FMI impose des conditions. Fin progressive des incitations collectivistes. Investissement dans les grandes fermes d'État. Début de libéralisation des infrastructures. En 1984, la possibilité de posséder des moyens de production à titre privé est enfin admise. Une page est en train de se tourner. En 1985, Julius Nyerere prend une décision rare en Afrique à cette époque.
il quitte volontairement le pouvoir. Il passe le flambeau à Ali Hassan Mwinyi, alors président de Zanzibar. Il avait gouverné pendant 21 ans, et pourtant, il ne s'accrochera pas au pouvoir. Ce geste fera de lui une figure d'exception sur le continent. Nyerere ne disparaît pas. Il reste actif, conseille, écrit. Mais il ne revient jamais au pouvoir. Malgré l'échec économique de son modèle, le peuple tanzanien garde pour lui un profond respect. Il n'a jamais cherché à s'enrichir. Il a vécu modestement. Il n'a jamais réprimé son peuple dans le sang. Atteint d'une leucémie, Julius Nyerere meurt à Londres le 14 octobre 1999. Son enterrement rassemble des foules. Toute l'Afrique lui rend hommage. Et au fil des années, son héritage s'amplifie. Julius Nyerere n'a pas seulement dirigé un pays, il a éduqué une nation. Le Mwalimu, l'instituteur, aura enseigné à l'Afrique qu'un autre chemin est possible. Un chemin fait de justice, de sobriété, de courage et de fraternité. Il ne laisse pas derrière lui un empire. Il laisse mieux, un peuple debout, une langue partagée, une vision, une mémoire, et un exemple. Et aujourd'hui encore, dans les villages de Tanzanie, dans les discours d'espoir, dans les livres d'histoire, son nom vit. Son idéal résonne. Son héritage inspire. Si cette histoire t'a touché, si tu crois comme nous que les héros africains doivent être connus, honorés et transmis, alors abonne-toi dès maintenant à notre chaîne Légendes et Vérités. Like cette vidéo, partage-la autour de toi, et laisse-nous ton avis en commentaire. Chaque geste compte pour faire vivre cette mémoire collective. Et surtout, ne t'arrête pas là. Va découvrir les histoires tout aussi puissantes des autres figures qui ont marqué notre continent disponibles sur la chaîne. Mais n'oublie jamais, demain c'est loin, le futur c'est la seconde d'après.